Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre cours commune. La journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail a lieu chaque année le 28 avril. Et pour cette année, le thème exploré est d'un environnement de travail sûr et sain en tant que principe et droits fondamentaux au travail. Que doit-on comprendre quand on parle de sécurité et de santé au travail? Quel cadre législatif au Bénin et également quel système de gestion? On en parle. Célébrer le 28 avril la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail promeut la prévention des accidents et maladies professionnelles dans le monde entier. Selon l'Organisation internationale du travail OIT, chaque année, il y a quelques 374 millions d'accidents de travail non mortels qui entraînent une absence au travail. Le 28 avril offre donc l'occasion d'attirer l'attention de l'opinion internationale sur les questions de sécurité et de santé professionnelle parmi les syndicats, les organisations patronales et les représentants du gouvernement. Au Bénin, quel est le cadre légal de la sécurité et de la santé au travail? Pour y répondre, le juriste des entreprises Maurice Sosa s'est rendu disponible. Il abordera tous les aspects législatifs. Quid du système de gestion, donc de suivi-évaluation? Nous avions joint le ministère du Travail et de la Fonction publique qui a promu un profil sur le plateau pour tout nous dire. David Sokegbe, qui lui est consultant en qualité santé et sécurité au travail, exposera les méandres de l'application des tests dans les entreprises. Puis le gestionnaire des ressources humaines Abid Prodonou nous parlera de l'appréhension des employés, de celle de thématiques et leurs espoirs pour un plein épanouissement en entreprise. Sécurité et santé au travail au Bénin, système de gestion et cadre législatif sur la cour commune, place aux échanges. Et nous allons installer le plateau. Déjà, je vous dis que le cadre envoyé par le ministère du Travail et de la Fonction publique annonce Madame Docteur, Docteur Lucille Bédier Toïra. Elle est médecin inspecteur du travail. Elle va nous rejoindre dans un instant. Mais déjà, Monsieur Maurice Sosa, qui est juriste des affaires et des entreprises, nous rejoint, qui va s'installer. Suivi de David Sokegbe également. Enchaîné par Nadège, on partit. Aujourd'hui, Modeste n'est pas là. Nadège va la remplacer. Allez, installez-vous confortablement. Et, mesdames et messieurs, je la rejoins pour qu'on démarre les échanges. Allez, mes invités sont déjà installés. Madame Bédier, pratiquement là déjà. Elle va nous rejoindre dans quelques instants. Monsieur Sosa, bonjour. Bonjour. Ça va ce matin? Ça va très bien chez vous? Je vais super bien. Bonjour, chers téléspectateurs. Voilà, c'est important. Monsieur Sokegbe, bonjour à vous aussi. Bonjour, bonjour chers téléspectateurs. Ça va? Très bien, par la grâce de Dieu. Nadège? Bonjour Angèle, bonjour chers téléspectateurs. On dit bonjour à Modeste. Nadège, le mot du jour, on y va. Eh bien, Angèle, on ne parlera pas que d'un seul mot du jour aujourd'hui. On en a deux. Oui. On a déjà la santé qui s'écrit S-A-N-T-E à santé aiguë, qui est un nom féminin singulier. D'accord. Il peut être défini comme un bon état psychologique d'un être vivant, fonctionnement régulier et harmonieux de l'organisme. On parle d'être plein de santé, par exemple. D'accord. Nous avons également le fonctionnement plus ou moins harmonieux de l'organisme sur une période assez longue. On parlera d'être en bonne santé, en mauvaise santé. Il y a également l'équilibre psychique. On parlera de santé mentale, intellectuelle, être sanitaire d'une société, santé publique. C'est déjà ça pour ce qui est de la santé. D'accord. Nous passons à la sécurité. Oui. La sécurité qui s'écrit S-E à son aigu, C-U-R-I-T-E à son aigu. C'est également un nom féminin singulier qui parle de l'absence de danger. Dans un second, état d'esprit confiant et tranquille
En l'absence de danger, on parlera par exemple absence réelle ou imaginaire. Il peut y avoir une fausse impression de sécurité. Dans le troisième sens, nous avons le dispositif bouton bloquant le fonctionnement d'un appareil, d'une arme, d'une machine. D'accord. Donc, ce sont les différents sens à donner. Ce sont les différents sens donnés au thème du jour. Entre autres, nous avons deux citations qui découlent. La première est de Jean de La Fontaine. L'adversaire d'une vraie liberté est un désir excessif de sécurité. Je reprends. L'adversaire d'une vraie liberté est un désir excessif de sécurité. Elle est de Jean de La Fontaine. Nous avons également le désir de sécurité s'oppose à toute grande et noble entreprise. Elle est tacite. Merci, Nadège. Et nous allons essayer de comprendre ces deux expressions ou ces deux mots dans le contexte de la thématique du jour. Et peut-être que nous allons commencer avec M. Sousa, qui, je le rappelle, est juriste d'affaires et des entreprises. Monsieur Sousa, dites-nous, santé et sécurité, que regroupent déjà ces deux mots? Lorsqu'on parle de la sécurité, c'est la garantie qu'offre le cadre du travail, que ce soit l'employeur en général, à la disposition des travailleurs pour être exempt des risques, c'est-à-dire les maladies professionnelles et également les accidents du travail. D'accord. Donc lorsqu'on parle de santé, ça vient tout juste après la sécurité. Parce que lorsqu'on parle de sécurité, on ne peut pas laisser la santé. Donc c'est pourquoi ces deux mots sont souvent utilisés, que ce soit en termes juridiques et que ce soit dans le cadre général. D'accord. Et quel est le dispositif ou quels sont les dispositifs législatifs et référentiels de santé et de travail au Bénin? Nous en avons plusieurs. Principalement, lorsqu'on parle en même temps de sécurité, il faut se référer au code de sécurité en République du Bénin. Oui. Et lorsqu'on parle de ce code, il s'agit de la loi numéro de la loi 1998-17, si j'ai bonne mémoire, portant code de sécurité sociale en République du Bénin. Et nous avons également le code du travail, nous avons la loi sur l'embauche. Lorsqu'on parle du code du travail, il s'agit de la loi 1998-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin. Et nous avons également la loi sur l'embauche, la loi numéro 2017-05 du 29 août 2017 portant embauche, placement de main-d'œuvre et résiliation du contrat de travail en République du Bénin. Donc il y a tout récemment un décret qui a été pris par le président de la République. Il s'agit du décret 2022-281 du 11 mai 2022 portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale de la sécurité et de santé en milieu de travail. Donc voilà à peu près le cadre législatif que nous avons, et si on entre dans chacune de ces dispositions, le contenu de chacune de ces dispositions. On a des articles qui encadrent et qui répriment la sécurité en République du Bénin, la sécurité et la santé d'ailleurs. Lorsque nous prenons la loi sur l'embauche, comme je le disais, si nous prenons l'article 3, à ce niveau, il est bien mentionné tout ce qui va avec la sécurité.
et tout employeur du moins, et toute entreprise, tout chef d'entreprise doit prendre des mesures idoines pour permettre à ce que la sécurité soit en milieu de travail. Donc, si nous prenons l'article 3, qui énonce clairement que tout chef d'établissement ou d'entreprise ou tout employeur recrute librement son personnel de travail qui bénéficie des prestations de sécurité et de santé et en milieu de travail. Donc, et ça va même en ce qui concerne les prestations qu'offre la Caisse nationale de sécurité sociale. D'accord. Donc, spécialement, si nous prenons le code de sécurité sociale, il est bien mentionné également les dispositions qui concernent la sécurité et la santé en République du Bénin. Oui. Si nous prenons le code du travail, il y a également, quand on parle du code du travail, il y a également le chapitre 4, le chapitre 4 du titre 4, qui encadre de façon succincte, la sécurité et la santé en milieu de travail. D'accord. Alors, Monsieur Sokegbe, vous, étant consultant donc des entreprises en matière de santé et de sécurité de travail, comment cela se matérialise concrètement? Déjà, merci beaucoup, madame. Et j'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Dossa tout à l'heure. Monsieur Sosa. De M. Sosa, voilà, vous m'excusez. Et vous allez constater que tout ce que M. Sosa a énuméré tout à l'heure, c'est des ensembles de tests. Et quand on parle de tests, c'est qu'il faut prendre le temps de le lire. Et quand tu es entrepreneur ou que tu as ton entreprise, tu n'as pas vraiment la disponibilité qu'il faut que ça t'assoie. Bon, même si ça devrait être vraiment le cas, c'est ce qu'on devrait faire. Mais on constate quand même que dans la pratique, c'est assez compliqué de rester assis et de pouvoir vraiment prendre connaissance de tous ces documents-là dans leur entièreté, de les maîtriser et de pouvoir mettre en application ces différents tests-là. Donc, nous, en tant que consultants, on intervient dans un cadre d'aide à l'implémentation de tout ce qui a été énuméré dans les précédents documents. Et je vais peut-être continuer à aller un peu plus loin dans les référentiels qui sont un peu plus internationaux. Et la santé, sécurité au niveau international est encadrée par la norme ISO 45000 qui parle de la santé et sécurité. Et je ne sais pas, si on reste seulement dans le cadre de la santé et sécurité, Est-ce que vous gardez vos idées pour qu'on fasse un tour à la régie? Parce que vous l'avez compris, mesdames et messieurs, il y a Madame Védi qui est là, il faudra qu'on l'installe. Et pour éviter tous ces désagréments-là, on va faire rapidement un tour à la régie, c'est mieux. Madame Védi, bonjour. Bonjour, madame. Merci de nous rejoindre. Je rappelle que vous êtes médecin inspecteur du travail. Ça, c'est pour rester juste au bref, sinon vous dirigez également, vous avez à la charge une direction au niveau du ministère du Travail, c'est bien cela? Oui, notamment le département de la sécurité sociale, de la mutualité et de la santé au travail. Voilà, je suis à vous dans un instant. Le temps pour moi de laisser M. Sokegbe, puisque c'était lui qui avait la parole. Il continue. Comme je rappelais tout à l'heure, ça fait quand même un ensemble de tests qu'il faut mettre en place. Et c'est dans cette mise en place, ou pour dire dans cette implémentation de ces différents tests-là que nous, on intervient. Et on aide les entrepreneurs à, je vais dire, pouvoir assurer la santé et la sécurité de leurs travailleurs sur les différents sites de travail. La plupart du temps, il faut dire que c'est un concept qui est beaucoup plus à la mode aujourd'hui dans le secteur du génie civil. Parce que c'est là-bas qu'on considère qu'il y a le plus d'accidents, le plus de risques et qu'on doit être à même de les recadrer, de les encadrer pour pouvoir assurer, je vais dire, l'image de marque de l'entreprise. Parce que c'est ça qui se vend aujourd'hui. Quand dans ton entreprise, sur chaque semaine, on doit dire que quelqu'un s'est coupé le doigt, bon, et puis il y a eu des accidents, quelqu'un est mort, bon, il n'y a pas de chance que tu continues sur le long terme à travailler. Donc vraiment pour assurer cette image de marque là, pouvoir permettre à tes employeurs d'être efficaces sur site,
il faut que ces différentes mesures de santé et sécurité soient appliquées. Et ça va dans un sens où, si les gens ne comprennent pas pour un peu monnayer, ça va dans un sens de respect de l'ergonomie du travail. L'ergonomie du travail qui est simplement de permettre à un travailleur lambda de pouvoir exercer sa fonction sans que dans l'avenir, il n'y ait des répercussions sur sa vie, sur sa famille et tout ça. Parce que lorsque tu as par exemple, je ne sais pas, 40 ans à peine, et que tu traînes déjà des maux de dos, c'est que c'est mal parti. J'imagine à 70 ans ce que ça va donner. Or, il y a des manières de travailler, des méthodes, des postures qu'on vous inculque, qu'on vous donne à travers des cadres d'heures qu'on fait avec les gens sur les chantiers ou bien encore dans les entreprises. Et c'est tout ça qui va aider maintenant les employés à pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes dans le temps pour que l'entreprise puisse avoir à bénéficier d'eux. Donc à peu près c'est comme ça que ça se passe sur le terrain. Alors Madame Didier Tohirin, dites-nous comment concrètement assurer la santé et la sécurité de ces employés au travail. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Alors, nous savons tous que l'employeur a l'obligation d'assurer cette sécurité et santé au travail de ses salariés employés. Comment il pourrait le faire? Les tests du Bénin prévoient la mise en place de 2 organes essentiels de gestion des risques professionnels. Nous avons d'abord le comité d'hygiène et de sécurité, qui est un organe de dialogue social au sein de l'entreprise. Et ensuite, nous avons les services de santé au travail qui s'occupent de la surveillance médicale des agents au sein de cette entreprise. Donc, à travers ces 2 organes-là, vous avez les employeurs qui s'occupent de la sécurité et santé au travail de leurs agents. Ce qui consiste à améliorer les conditions de travail et à surveiller médicalement les travailleurs. Et ça dépend de l'entreprise ou bien c'est imposé à tout type d'entreprise? Alors, pour ce qui concerne les comités d'hygiène et de sécurité, c'est obligatoire à toutes les entreprises qui ont au moins 30 salariés, temporaires et occasionnels compris. Maintenant, pour certaines entreprises qui n'atteignent pas cet effectif, mais qui comportent des risques importants en matière de santé au travail, l'inspecteur du travail ou le médecin inspecteur du travail peut exiger à ce que ce comité-là soit mis sur place. Pour ce qui concerne les services de santé au travail, c'est obligatoire pour toutes les structures, quel que soit l'effectif du personnel. Maintenant, il y a 3 types de services de santé au travail. Lorsque l'effectif du personnel est supérieur à 100 travailleurs, l'employeur a l'obligation de mettre en place un service autonome de santé au travail, qui est dirigé par un médecin du travail. Lorsque cet effectif est inférieur à 100, l'employeur peut passer un contrat avec une structure sanitaire de la place qui doit nécessairement avoir en son sein un médecin du travail qui viendra s'occuper du personnel de son entreprise. Et nous avons le 3e cas où il s'agit des services inter-entreprises de santé au travail. Là, vous avez plusieurs entreprises qui s'associent, qui mettent en place des locaux adéquats, recrutent le personnel de santé, les médecins du travail, les infirmiers en santé au travail, les aides-soignants, etc. Et tout ce personnel-là, maintenant, viendra s'occuper du personnel des différentes entreprises qui s'étaient associées. D'accord. Voilà. Maintenant, donc, si je vous résume, vous avez catégorisé, d'accord, mais je retiens essentiellement que le service est obligatoire pour tout type d'entreprise. Mais je prends l'entreprise que je connais le mieux, une entreprise de presse par exemple. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir ce service-là? Il n'y a pas d'entreprise sans risque. Ça n'existe pas. Même les entreprises qui ne comportent que des bureaux ou des administratifs, il y a toujours des risques que ça comporte. Le fait de s'asseoir dans un siège, de ne pas avoir une chaise ergonomique, il y a tout ça qui constitue des risques pour le travailleur. Parce qu'à la longue, il va développer des troubles musculo-squelettiques qui vont agir sur sa production. Donc, quelle que soit l'entreprise, il y a toujours des risques que nous rencontrons. Donc, l'employeur, c'est pourquoi les tests normatifs ont prévu que l'employeur, quel que soit son effectif,
l'effectif de son personnel doit pouvoir mettre en place les services de santé au travail. Maintenant, pour les comités d'hygiène et de sécurité, ça dépend de l'effectif. Mais de toute façon, il faut toujours avoir un creuset de dialogue social. Même si l'effectif est inférieur à 30 et qu'on estime que les risques ne sont pas élevés, il faut toujours un creuset pour assurer l'amélioration des conditions de travail. Voilà. D'accord. Vous comprenez quoi de tout ça? Vous en savez quoi concrètement? Déjà, madame a parlé de donner quelques exemples en disant qu'il n'y a pas de risque. Il n'y a pas d'entreprise sans risque. Parce qu'il faut avouer que même les lumières constituent des risques. Des risques, d'accord. Dans nos bureaux, quand tu veux mettre la lumière, il faudrait que tu saches au préalable quel type de lumière mettre pour que ça n'agisse pas. Les fauteuils et autres, comme elle a dit, ce sont des risques. Il y a même le sol qui constitue un risque. D'accord. Monsieur Sosa, est-ce que les employés le savent? Il s'agit d'une ignorance et d'ailleurs, le législateur en sait quelque chose et le droit en sait déjà plusieurs, parce que si on parle d'ignorance, on dit nul n'est censé ignorer la loi et que la loi est due, mais que c'est la loi. Et à chaque fois, on ne fait que chanter ça, c'est pour dire, même si vous ne connaissez pas les dispositions en la matière, vous serez sanctionné. Vous ne serez pas attrait devant une juridiction et sous prétexte que vous n'étiez pas au courant, donc on va vous lexer et peut-être que ça pourrait être une situation atténuante, pour une circonstance du moins atténuante, pour permettre à ce que le juge soit clément envers vous. Donc, cette question, il faut parler d'une vulgarisation du droit. Nous en manquons. Une vulgarisation pour permettre à ce que la plupart des travailleurs connaissent leurs droits. Et la plupart des employeurs connaissent également ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire en termes d'accidents professionnels et de maladies professionnelles. Donc lorsqu'on parle d'accidents, tout de suite, quand on prend n'importe quelle société, n'importe quelle entreprise, il faut comprendre qu'il y a le risque d'accident de travail. Et à ce niveau déjà, tout le monde l'ignore. Si on prend par exemple la définition que donne le Code de sécurité, le Code de sécurité sociale en vigueur au Bénin, il s'agit, quand on prend l'accident de travail, il s'agit d'un accident survenu de tout fait ou à l'occasion du travail, mais que ce soit sur le trajet du travail, par exemple. Quand on prend le trajet, c'est de la maison pour le travail. Tout accident survenu à ce niveau-là, ça constitue déjà un accident de travail. Donc, le risque est grand. Le risque est grand pour n'importe quelle société. Et déjà, si je prends la majorité des travailleurs, ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ça. Si un accident survenu sur le trajet de travail constitue un accident de travail ou pas. Sans détour de parcours, bien sûr, il faut préciser, il ne faut pas en abuser, parce que le législateur a bien pensé ça. L'esprit de cette disposition-là. Donc quand je quitte chez moi pour me rendre à mon service, s'il y a un accident ou un accident qui survient, c'est qu'un accident de travail. Oui, c'est un accident de travail déjà. Et vous devez prendre les dispositions nécessaires pour déclarer afin que ça soit pris en compte. Mais comment prouver à mon employeur qu'effectivement il n'y a pas eu de détour de parcours, que que l'accident a eu lieu sur le trajet normal, et qu'il ne doute pas? C'est simple. Là où vous avez eu l'accident, ça prouve déjà est-ce que vous avez fait de détour ou pas. Parce qu'on connaît le trajet. Est-ce que l'employeur connaît mon domicile? Bien sûr. C'est pourquoi à chaque instant, si on veut vous recruter, on vous dit de fournir l'attestation de résidence pour permettre à ce que, au moment opportun, qu'on sache quel est votre trajet,
Et est-ce qu'il y a de détours ou pas? Mais je suppose que je vis avec mes parents. Et mes parents ont plusieurs domiciles, un à Calavi, un à Cotonou, un à Porto-Novo. Ben, c'est quand même mon domicile. Là, donc je fournis 3 attestations de résidence. Tout de suite, il y a le domicile conjugal. Tout de suite. Il faut pouvoir signaler pour les domiciles habituels. D'accord. Parce que la caisse prendra compte de ça pour pouvoir indemniser votre accident. Maintenant, pour la définition de l'accident du travail, je vais compléter ce que vous disiez tout à l'heure. C'est tout accident d'abord qui survient par le fait ou à l'occasion du travail, sur les lieux de travail. Il y a les accidents qui surviennent également sur le trajet du domicile au lieu de travail, mais également du lieu de travail au lieu habituel où vous prenez les repas. Pauses, oui. Voilà, dans le sens aller et retour, sans que cette trajectoire-là ne soit détournée. Donc, il y a la notion de temps qui est un critère que la caisse regarde, et il y a la notion de trajectoire qu'il regarde également. D'accord. Alors, je vais donner... Il y a un troisième facteur également par rapport aux accidents du travail. Il y a les accidents qui surviennent lors des voyages qui sont aux frais de l'employeur. Donc, lorsque des accidents surviennent dans ces circonstances-là, c'est également considéré comme des accidents du travail. Le voyage, est-ce que c'est... Par exemple, je prends les juristes ou les cabinets de fiscalité et autres qui sont obligés d'aller faire des déclarations au niveau des impôts et autres, ils doivent y aller, revenir. Ce voyage est compris dans le voyage dont vous parlez, c'est ça? Mais ça, c'est pas un voyage. Oui, c'est un voyage, c'est hors de la ville. Quand on parle de voyage, c'est souvent hors de la ville. Ou alors c'est juste des accidents de trajet. Dans ce cadre, peut-être qu'on peut parler de mission de travail. Oui. Quand je quitte le boulot pour aller quelque part. Tout à fait. Toujours dans le cadre. Donc tout cela doit être considéré pris en comme charge par... accident du travail. Lorsque ça respecte tous les critères. Les critères qui sont sans détour de trajet. Voilà, sans détour et autres. Tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez demandé est-ce que toutes les entreprises, quelle que soit leur nature, sont obligées de disposer de mesures de santé, de sécurité, de qualité, d'hygiène et de santé et de sécurité, moi je vais dire. Maintenant, la réponse est oui, ils devraient l'avoir. On va prendre l'exemple que vous avez donné tout à l'heure d'une agence de presse, je pense que si c'est dit comme ça, voilà. Déjà, on va commencer par le fait de quitter la maison et de venir au boulot, comme on l'a dit tout à l'heure. Lorsque on fait un accident, déjà ça, sur la voie, c'est que ça c'est considéré. Mesure simple, vous allez voir qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui ont des bus qui transportent tous les employés à une certaine heure. Maintenant, lorsque vous entrez dans votre entreprise de presse, déjà, à l'entrée, vous avez les escaliers, il y a un risque que tu peux trébucher. Il y a les lumières qui sont présentes, il y a l'électricité, il y a niveau hygiène, il y a les toilettes, les lavabos ou bien tout ça qu'il faut considérer parce que quand ce n'est pas propre, tu peux avoir rapidement une intoxication. Et si c'est les employeurs même qui ne savent pas s'en occuper? Là, la responsabilité de l'employeur est encore engagée. Oui. Tout le monde est engagé dans ça quand même. Parce que c'est, comme on le dit dans le jargon de qualité, on dit que c'est participatif et c'est le top management qui est l'initiateur même de ce changement-là. D'accord. Oui, c'est au top management, à l'entreprise, aux dirigeants de vouloir vraiment que l'entreprise soit un référentiel, soit ait une image de marque meilleure que celle qu'elle avait déjà. Donc, lorsque je quitte là et que je continue dans les risques que je suis en train d'énumérer tout à l'heure, lorsque je parle des risques électriques, c'est qu'il y a possibilité qu'il y ait des incendies aussi. Les câbles, lorsqu'ils traînent un peu partout, on peut se trébucher, comme dans le cas de l'escalier. Lorsque je veux m'asseoir et que je n'ai pas une bonne posture, avec le temps, je suis en train de développer des TMS, vous voyez, musculo-squelettiques. Lorsque, par exemple, je ne prends pas des pauses comme cela se doit et que je travaille, je vais dire 8 heures d'affilée, il y a des risques parce qu'il faut de l'hygiène dans le travail, il faut une certaine hygiène de travail. Lorsque on me met tout le temps la pression pour travailler, ça aussi c'est à considérer. Vous voyez un peu. Donc ça fait quand même assez de choses et
au fur et à mesure qu'il y a une coactivité entre moi et mes amis ou bien mes collègues, c'est que déjà, à chaque fois, quelque chose naît, un risque toujours présent qu'il faut considérer. Et ce n'est pas comme si c'est figé. Ça évolue. Et c'est pour ça que dans ce cadre-là, il y a des thèmes d'amélioration continue qu'on rencontre fréquemment. Juste pour dire que ce que tu as vu aujourd'hui, on peut dire que c'est une situation récurrente. Et non, ça arrive comme ça toujours. Comme l'adage qu'on a l'habitude de dire, depuis mes grands-parents, c'est toujours comme ça qu'on a fonctionné, mais pourquoi aujourd'hui ça? Voilà. Donc il faut vraiment qu'il y ait une sensibilisation pour que les gens puissent changer de mentalité et dire que ce n'est pas seulement des entreprises, j'ai aimé l'intervention de madame tout à l'heure, avec de gros nombres qui doivent seulement le faire. Lorsque on aspire à une atmosphère, je vais dire, de qualité, où tout le monde doit être respecté, tous les individus doivent être respectés, même dans une cafette, il doit y avoir un service de qualité, de santé, d'hygiène. Qualité, qualité qualité d'abord. Oui, qualité d'abord. Qualité il faut commencer par là. Vous voyez un peu. Donc il y a tout ça qui doit être prévu. Aujourd'hui, lorsque vous voyez par exemple les mécaniciens travailler, lorsque vous voyez les vulcanisateurs travailler, lorsque vous voyez les artisans travailler, vous voyez qu'il y a tellement de risques qu'ils prennent, ils n'en ont même pas conscience. Et moi je dis souvent aux gens, lorsque tu veux reconnaître quelqu'un qui peut respecter des mesures de sécurité sur les chantiers, regarde souvent leurs doigts ou leurs pieds. Oui, parce que la plupart du temps, ils ont toujours un doigt de couper ou un pied ou quelque chose. Et c'est ça qui les fait prendre conscience que ce qu'on est en train de faire. Et c'est lui qui est sur le chantier en train de crier à tout le monde. Ce qu'on vous dit là, si vous ne faites pas, vous verrez les conséquences de ci et de ça. Mais est-ce qu'il faut attendre d'abord les conséquences avant de vraiment se prendre en charge? Non, donc vraiment, il faut que chacun essaye d'évoluer dans sa mentalité et ne dise pas seulement, parce qu'aujourd'hui, ce qui se dit, c'est quoi? C'est que c'est seulement dans un contexte occidental que ces trucs-là, des choses comme ça, n'envoyez pas ça vers nous. C'est ça qu'on croise aujourd'hui sur le terrain. Et puisque ce n'est pas encore tellement vulgarisé, il n'y a pas encore assez de techniciens qui maîtrisent la chose. Vous voyez ainsi, eux, pour dire le peu qu'il y en a aussi, au lieu de sortir de leur sentier battu, ils sont là aussi en caserne. Et il faut aujourd'hui faire la promotion d'une certaine externalisation de ces services de qualité, d'hygiène et de santé sécurité. Pourquoi? Parce que lorsque tu prends un qualiticien ou un inspecteur ou un médecin du travail en ton entreprise, tu as la possibilité de bifurquer quelquefois ou de faire de petits arrangements lorsque les situations arrivent. Vous voyez maintenant? Mais quand c'est un visage de l'extérieur qui vient et qui vous apporte cela, il y a une certaine rigueur dans le travail qu'on constate. C'est comme un service de contrôle fiscal. Merci beaucoup. Écoutez, votre service comptable reste à part et puis les externes viennent et font le travail. Donc, il faut quand même que nos entrepreneurs aujourd'hui, parce que c'est eux. Un employé ne peut pas se lever aujourd'hui et dire qu'il faut que... une certaine il y a des entreprises qui existent déjà, c'est vrai que les entrepreneurs doivent être sensibilisés à cela pour une mise en place d'un service de sécurité, de santé adéquate. Alors, Madame Bédier, comment se fait, parce qu'il a énuméré beaucoup de choses tout à l'heure, comment se fait l'analyse des risques? L'employeur également est-il accompagné dans ce diagnostic-là? Merci, madame. Avant de répondre à votre question, j'aimerais faire quelques précisions par rapport à celui qui est intervenu avant moi. D'abord, pour la prévention des accidents de trajet, compte tenu du fait qu'on considère également le trajectoire entreprise, lieu de restauration, pour réduire ces accidents de trajet, l'employeur peut mettre en place des cantines. Donc, lorsqu'il y a des cantines sur place dans l'entreprise, ça réduit ces accidents de trajet. Autre chose également, le médecin du travail exerce de façon impartiale. Donc, à 99%, voire 100%, il ne rentre pas dans les mailles de l'employeur pour donner des certificats fantaisistes et autres. Donc, que ce soit à l'externe ou à l'interne, je pense que les œuvres des médecins du travail sont quand même assez fiables. Voilà. Maintenant, pour en revenir à votre question, l'État accompagne les employeurs en les appuyant.
à travers la participation, par exemple, de mon département aux réunions des comités d'hygiène et de sécurité. Lorsque nous sommes invités à ces réunions-là, nous faisons assez de propositions, assez de conseils pour que ces comités-là puissent améliorer leurs prestations, qui consistent à améliorer les conditions du travail et à mieux surveiller les travailleurs. Et en plus de ça, pour pouvoir les amener également à mettre en œuvre tout ce qui concerne la sécurité et santé au travail, nous faisons des visites d'inspection, aussi bien pour inspecter les conditions du travail, mais également les services de santé au travail, pour voir si ça répond aux normes. Parce que la sécurité et santé au travail est une thématique normative et tout est basé sur des normes. Et pour en revenir un peu à l'intervention du juriste, voilà, du juriste, vous l'aviez dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc l'employeur, nous l'appuyons par les conseils. C'est vrai qu'il faut un peu plus de vulgarisation de ces tests-là, mais l'employeur également doit aller à la recherche de ces tests-là. Lorsque l'employeur a des responsables de ressources humaines, ces ressources humaines-là doivent pouvoir se rapprocher de l'État pour demander les tests qui existent en matière de sécurité et santé au travail. La preuve, il y a beaucoup d'entreprises qui envoient leurs responsables des ressources humaines vers nous et nous leur montrons les tests adéquats qu'il faudrait suivre pour de meilleures conditions des salariés. Voilà. D'accord. Donc, il y a un système de suivi et d'accompagnement. Tout à fait. Et vos contrôles à vous se font dans quelle période? Ah, ça se fait tout le temps. Tous les jours? Presque tous les jours. C'est vrai que nous n'avons pas la possibilité d'être sur le terrain tous les jours, compte tenu de notre effectif, qui n'est pas pléthorique. Mais dès que nous en avons l'occasion, nous nous portons sur le terrain pour pouvoir faire ces visites-là et contrôler les conditions de travail. Vous mettez plus l'accent certainement sur les emplois à haut risque, comme les chantiers, la menuiserie, la scierie, etc. Nous allons un peu partout. Nous allons un peu partout. Par exemple, vous allez dire que les banques ne sont pas à risque, mais nous les visitons également. Vous voyez, c'est vrai qu'on n'a pas encore fait la démarche vers la presse, mais bientôt vous nous verrez également. Ah non, moi je ne vous appelle pas à venir à la presse. Ah oui, on va passer. Je ne vous appelle pas à venir à la presse. Parce que la loi s'impose à tout le monde. Bien sûr. Il n'y a pas de restriction à la matière. Et on absolument. constate que souvent les gens s'attendent à ce qu'on passe avant de pouvoir se conformer. Or, normalement, ça devrait être systématique. Parce qu'il vaut mieux toujours prévenir que guérir. Et les employeurs ont tendance à croire que la sécurité et santé au travail est budgétivore. Non, quand ils font le calcul, ils vont constater que c'est beaucoup plus rentable que de devoir réparer. C'est beaucoup plus rentable. Et les firmes internationales, vous allez le constater, ont déjà mieux compris le système. Vous allez constater que dans ces entreprises-là, ils ont déjà mis en place et correctement le système de sécurité et santé au travail. Oui, mais en fait, en dehors des métiers à haut risque dont vous parlez, ceux dont on parle, on a comme l'impression que cela va de soi, puisque étant être humain, nous sommes habitués à nous protéger de certains risques, à nous préserver, j'allais dire, de certains risques. Donc cela va de soi. Si on met en place, c'est la loi qui le dit, on doit le faire, mais on estime que si on met en place, eh bien, ça ne sert à rien concrètement. On ne voit pas son utilité, l'impact concret que cela a, à moins qu'il y ait un accident qui survient peut-être une fois en 10 ans. Non. Oh, en 10 ans. J'ai dit peut-être, hein, j'ai dit peut-être une fois en 10 ans, une fois en 10 ans. C'est toujours important. Et même les petites structures qui mettent en place ce système de sécurité et santé au travail en voient le bénéfice. Parce que lorsque les salariés se sentent dans de bonnes conditions de travail, ils augmentent toujours la productivité à leur niveau. Et vous-même, vous aurez moins d'absence moins de maladies aussi. Moins de maladies. Il y a tout ça qui sera comptabilisé à votre niveau. Donc, il faut pouvoir mettre en place le système de sécurité et santé au travail dans chaque entreprise, quel que soit son effectif. Moi, je suis curieuse de savoir, quand vous faites les descentes, quel est souvent le constat? Bon, on a toutes les facettes. Hein.
Il y a certaines Je veux structures savoir qui la respectent. statistique de combien ont mis les services de santé Il y en a au sein de beaucoup. leur entreprise. Il y en a beaucoup. Il y a, pour celles que nous avons visitées, nous en avons visité 48 l'année passée sur tout le territoire national, mais 35 avaient déjà le service de santé au travail. Voilà. Donc les autres, on a suscité la mise en place de ces services de santé au travail. Ou alors il y en a qui en ont, mais qui ne sont pas assez fonctionnels. Mais on constate que juste après notre passage, le système est ravivé. Oui, ce que moi, je voudrais conseiller aux employeurs, c'est de ne plus attendre nécessairement le passage des inspecteurs. Parce que ça leur est toujours bénéfique. Il faut qu'ils puissent mettre en place le nécessaire pour mettre leurs travailleurs dans de bonnes conditions. D'accord. Alors, une autre question pour vous avant de donner la parole à mes 2 autres ou 3 autres sur ce plateau. Alors, comment vous faites concrètement votre travail quand vous faites les descentes? Est-ce que vous vérifiez le type de lampe qui est installé, le type de fauteuil qui est installé, le type de ci, le type de ça? En quoi consiste votre mission de contrôle dans les entreprises, madame? Alors, il y a différents types d'inspections. Ça dépend de la cible. Par exemple, si vous ciblez ce que nous faisons le plus dans notre département, si nous ciblons les services de santé au travail, lorsque nous allons dans l'entreprise, nous demandons à rencontrer le responsable des ressources humaines, le personnel de santé, ainsi que des délégués du personnel. Et nous avons d'abord une instance de discussion avec eux. Nous avons une fiche d'inspection que nous remplissons ensemble. Après la discussion, nous nous portons dans le service de santé au travail, s'il en existe. Et là, nous visitons pour voir si ça respecte les normes. Si ça ne le respecte pas, nous conseillons au fur et à mesure que nous faisons la visite. Et après, nous revenons maintenant en salle pour faire la restitution. Et à notre retour au bureau, nous produisons le rapport et nous adressons des lettres d'observation à ces entreprises-là pour leur signaler les différentes défaillances que nous avons notées. Voilà. Maintenant, dans le cas où on cible les conditions de travail, là, c'est beaucoup plus global. On ne va pas que dans les services de santé au travail, on parcourt pratiquement toute l'entreprise. Et là, on voit les positions de travail des agents, les outils qu'ils utilisent, l'environnement de travail, est-ce que c'est trop poussiéreux, est-ce qu'il y a trop de bruit, parce que tout ça, c'est des facteurs de risque auxquels on doit pouvoir prémunir les agents. Bien sûr. Voilà. Donc, on regarde tout l'environnement et on fait également les remarques nécessaires. On revient en salle. C'est la même procédure, seulement que les cibles diffèrent. Voilà. D'accord. Alors, ça fait obligation, je vais dire, pour l'employeur de mettre un service ou bien un système adéquat, mais obligation également de résultat pour l'employé. C'est exactement cela. Oui. Vous avez la parole, monsieur Sokebi. Ok, merci beaucoup. Bon, de l'intervention de madame tout à l'heure, j'ai trouvé quand même important qu'on dise aux gens qu'il n'y a pas que les accidents. Il y a ce qu'on appelle les presque accidents et il y a ce qu'on appelle des incidents. Vous voyez? Maintenant, l'accident étant un événement, je vais dire, indésirable, qui a suscité une blessure, et puis, bon, avec le temps, quand c'est trop grave, c'est que c'était mortel. Le presque accident, c'est que, bon, déjà, on voit, il y a eu presque accident. J'ai failli tomber, c'était un presque accident. Et tout ça aussi, ça s'énumère dans les différents rapports qu'on fait. Et il y a l'incident qui est beaucoup plus lié au matériel, des dommages, dégâts matériels uniquement sur le site. Voilà un peu. Et quand on continue, on voit quand même le travail qui se fait aujourd'hui par l'État, parce qu'il y a des restrictions aujourd'hui en termes de bruit, qui ont des mesures comme ça qui ont été prises récemment pour que tout le monde puisse vraiment se recadrer, parce que il y a une forme de pagaille qui s'est installée dans le pays où, bon, je ne vais pas aborder ce thème-là de trop, sinon je risque de parler d'église et de choses là. Oui, voilà. Ce qui est sûr, il y a une réglementation. Voilà, il y a une réglementation. On va se limiter à cela. Voilà. Donc, pour toujours dans le cadre de ce que madame a dit, il faut que ces différents services-là soient, je vais dire, de façon plus ou moins impérative, moi je vais dire, être vraiment installés. Parce que quand
on est une entreprise et qu'on rêve de travailler au niveau régional et au niveau international, c'est très important que ces différents services-là ou que cette culture-là soit vraiment ancrée dans tout un chacun de nous. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on produit au Bénin et juste parce qu'on ne respecte pas certaines normes ou certaines réglementations, on n'arrive pas à les exporter. Bon, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de changements, beaucoup d'améliorations en cette matière depuis l'avènement de notre président. Donc, ici, ce qu'il faut voir, c'est quoi? C'est que non seulement c'est une obligation, mais il y a l'avantage qu'il faut voir derrière. Pourquoi? Parce que ces différents services-là demandent d'abord de l'anticipation. Il y a ce que je vais revenir à la roue de Deming, l'amélioration continue, qui dit plan, do, check and act. Il faut planifier. Après ce que vous avez planifié, il faut le faire. Il faut checker après pour voir si on a été vraiment capable d'atteindre les objectifs. Et quand on n'a pas été capable de les atteindre, il faut faire quoi? Il faut faire des réajustements. Donc, ce n'est pas un hasard que des employés soient tout le temps en bonne santé ou que des activités soient productives, qu'on arrive à atteindre les objectifs à 80%. Non. Ça demande de la préparation, de l'anticipation et c'est juste à cela qu'on veut nous emmener. Et quand madame parle tout à l'heure des différentes, des grandes firmes qu'on voit aujourd'hui qui se sont installées dans notre pays, c'est la seule chose qu'ils ont de plus que nous et qu'ils vendent. Sinon, la plupart du temps, la compétence et tout, on en a. Mais on n'a pas cette esthétique-là ou cette manière-là de la présenter pour le rendre sur le marché pour que ce soit vraiment meilleur. Et ces firmes-là font quoi? Elles vont jusqu'à inspecter leur engin en avance. Ouais, il y a des entreprises avec lesquelles j'ai travaillé, des grandes firmes comme ça. Je vous promets, les pièces qu'ils changent, on est capable de les réutiliser sur 10 ans. Mais eux, ils le changent quand même. Vous voyez, ils anticipent, ils essayent de voir. Mais est-ce que ceci, lorsqu'on conduit ça de telle manière, est-ce que c'est possible de la sorte? Et il y a des sensibilisations qui se font par semaine. On essaye, c'est presque de l'harcèlement. Et la présence sur le terrain, on les appelle des QHSE sur le terrain, c'est qu'il est non seulement une police, mais il est là pour la prévention. D'accord. La sensibilisation au jour le jour dans les entreprises, pour pouvoir leur parler de l'atmosphère dans laquelle vous travaillez, voilà les risques auxquels vous êtes exposés, voilà les mesures qu'on prend pour pouvoir éviter ces différents risques-là et voilà un peu le travail qui se fait sur le terrain aujourd'hui. D'accord. Alors, M. Sousa, M. Sokegwe a parlé du presque risque. Je voudrais savoir... Presque accident, pardon. Je voudrais savoir s'il y a un encadrement particulier et également quelles sont les obligations des employés en matière de sécurité, de santé au travail, ou bien il n'y en a pas. Bon, si vous prenez les dispositions en ce qui concerne le cas de sécurité et de santé au travail, il faut comprendre que la loi protège l'employé, le travailleur. Et en protégeant le travailleur, on met presque tout à la charge de l'employeur. Et dans ce cas, d'ailleurs, si on prend l'exemple des cotisations au niveau de la caisse de sécurité sociale, il faut comprendre qu'en ce qui concerne les risques professionnels, tout est à la charge de l'employeur. Et il est bien mentionné dans ce cadre. Mais si on prend le travailleur, si on prend les employés en général, il faut comprendre que le Code de sécurité sociale et même le Code du travail prévoit des obligations. Bon, ce n'est pas mentionné de façon expresse, mais il faut comprendre que le travailleur doit permettre à ce que les dispositions mises en œuvre par l'employeur soient respectées. Par exemple, le cadre des boissons alcoolisées qui est interdit en milieu de travail. C'est une obligation à l'endroit des travailleurs pour éviter à ce que le risque n'arrive en réalité. C'est-à-dire les boissons alcoolisées, il a été interdit. Et ça, c'est une obligation parmi tant d'autres. Et si nous prenons également le cas d'hygiène, les travailleurs doivent
permettre à ce que les dispositions prises par l'employeur ne soient empêchées pour permettre à ce que le risque professionnel soit encadré. D'accord. Bien sûr, madame. J'aimerais rajouter, juste pour compléter ce que vous avez dit, que les travailleurs en entreprise ont l'obligation de se conformer aux consignes en matière de sécurité et santé au travail. Que l'employeur édicte. Les consignes de mesures de sécurité et santé au travail que l'employeur édicte dans l'entreprise. Il y a par exemple les mesures d'hygiène. Le travailleur doit prendre soin de sa propre santé. Bien sûr. Il doit respecter également les mesures de sécurité au travail qui sont mises en place par l'employeur. Il doit pouvoir porter les équipements de protection individuelle qui sont mis en place et remis par l'employeur. On constate dans beaucoup d'entreprises que, par exemple, les EPI ne sont pas correctement portés par les employés. Or, c'est pour leur santé, c'est pour leur sécurité. À ce niveau, je demanderais aux employeurs de ne pas baisser les bras et de continuer la sensibilisation et la formation de ces travailleurs-là en matière de sécurité et santé au travail. Il faut qu'ils puissent leur montrer la pertinence, l'importance du port de ces EPI-là, qui doit pouvoir les aider à se maintenir en bonne santé. Il faudrait également que les travailleurs se soumettent à la surveillance médicale que l'employeur impose avec le médecin du travail de l'entreprise. Parce qu'il y a certains travailleurs qui ne veulent pas faire la visite médicale. Or, c'est proscrit par les tests. Ça peut être même motif de licenciement. Donc, c'est juste le rajout que je voulais faire. Vous gardez d'ailleurs la parole. Tout à l'heure, on parlait en matière d'entreprise, parler quand même des cafétérias qu'on oublie souvent. Est-ce que vos missions de contrôle vont là-bas, madame? Bon, moi, particulièrement, je ne suis pas encore allée. D'accord. Particulièrement, je ne suis pas encore allée dans ce domaine. Mais nous traversons tous les types d'entreprises. Que ce soit si vous n'avez des vues que sur les voilà. Non, on va également dans l'informel. On va également dans l'informel. Vous avez, il y a plusieurs équipes au niveau de notre direction générale. Donc, il y en a qui vont, par exemple, faire les couturières, les tailleurs, les coiffeuses, pour faire des sensibilisations en matière de sécurité et santé au travail. Sans oublier également leurs fêtières qui organisent des séances de sensibilisation, qui nous appellent pour qu'on puisse donner les notions de base en matière de sécurité et santé au travail à ces agents. Oui, si vous prenez même 10 personnes, n'importe où, ils seront à peine 3 à vous. D'ici sont informés de ce qu'on appelle santé et sécurité au travail. Ce sont des notions qu'on ne côtoie pas quotidiennement, donc on ne maîtrise pas du tout cette affaire. C'est pourquoi ces occasions que vous nous offrez permettent de vulgariser encore un peu plus cette thématique-là. Oui, alors, on parle de sécurité, de santé au travail, mais quid, Madame Bédé Toïran, de ces personnes handicapées dans leurs entreprises de travail? Quelle surveillance est faite dans ce sens? Il y a des tests qui existent en la matière qui demandent à ce que les employeurs puissent également les mettre dans de bonnes conditions selon le type d'handicap qu'ils sont en train de développer. Donc, tout revient au fait en grande partie à l'employeur. C'est lui, selon les travailleurs, les types de travailleurs qu'il a recrutés, c'est à lui de mettre en place les meilleures conditions de travail. Oui. Ce n'est pas à l'État de venir descendre dans l'entreprise pour le faire. Non. L'État peut venir en appui pour conseiller, pour contrôler, pour susciter de meilleures conditions. Mais il revient d'abord à l'employeur de les mettre en place et de s'assurer de leur continuité. Ça nécessite pour la plupart de gros moyens. Oui, qu'est-ce que vous mettez dans gros moyens? Parce que quand on fait le calcul, il faut mieux toujours prévenir que guérir. Quand vous voyez tous les frais à dépenser suite à un accident, parce que si vous avez par exemple un travailleur qui fait un accident du travail avec fracture par exemple de la jambe, ça induit quoi? Qu'il va rester à la maison. Son poste est vacant. Et si c'est un poste très important, vous êtes obligé de recruter quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre là n'a pas l'expérience de celui qui est à la maison. Il faudrait le former. Et tout ça a un coût.
C'est ça qu'il faut voir. Je veux appuyer un peu la question de Nadège tout à l'heure. Quand on analyse un peu le coût, que peut-être ça va induire de prendre peut-être une personne vivant avec un handicap moteur, c'est que là, on va prioriser quelqu'un en griffe normale, madame. Là, on va parler de discrimination. Oui, En fait, l'employeur a le choix par rapport au type, au recrutement. Vous voyez. Pourtant, également, Mais si c'est au Bénin, c'est il ne faut devenu pas là, c'est mettre des trop humains. en marge les handicapés parce qu'ils n'ont pas demandé à l'aide et ils doivent également subvenir à leurs besoins. Mais si vous avez des postes où vous pouvez les employer et ça ne gênerait pas leur handicap, vous pouvez les recruter. Par exemple, à un poste de secrétariat où il faut rester assis, quelqu'un qui a un handicap de la jambe, il peut facilement exercer. Vous pouvez lui donner un adjoint qui va lui faciliter les courses, mais tout ce qui est faisable de façon stationnaire, cet handicapé pourra les exécuter. Donc c'est à l'employeur de savoir manager en matière de recrutement de ces handicapés et autres. Oui, d'accord. Oui, vous voulez dire quelque chose, M. Soté? Oui, bon, disons que j'ai quand même assez de choses à dire. Assez. Oui. D'accord, parce qu'on a un autre qui nous attend qu'on doit installer. Oui, mais allez-y. Parce que déjà, on a commencé par parler des employés. Et madame a dit tout à l'heure qu'ils ont l'obligation de respecter ces différents trucs-là. Parce qu'il y a je vais dire, des règles à l'interne. J'oublie un peu le thème pour préciser ça. Des règlements intérieurs qu'on met en place dans les entreprises. Et ces règlements-là, tout le monde a l'obligation de les respecter. Maintenant, dans le cadre du respect des règles SST, il y a aujourd'hui assez de cabinets quand même dans ce sens-là, qui sont en train de naître, qui sont en train de se développer, qui aident quand même les entreprises à mettre en place, je vais dire, les documentations qu'il faut. Parce que ça prend du temps, ça demande quand même des moyens. Et tout ça là, il y a par exemple le plan d'hygiène et de santé, le PHSE, tout ça qu'on fait aux entreprises. Et ils ont un droit ou bien un devoir de vulgariser ça à l'endroit de leurs employés. Maintenant, lorsque on met à votre disposition des EPI, équipements de protection individuelle, et qu'on ne veut pas respecter cela, il y a des sanctions à l'interne qu'on met en place qui vont jusqu'à des défalcations. Lorsque c'est très grave, par exemple, lorsque tu as un travail à faire en hauteur et que tu omets de mettre ton année, il faut qu'on se dise la vérité. Personnellement, c'est des motifs pour envoyer des gens parce qu'il est trop courageux. Les gens trop courageux comme ça en entreprise, ça tue l'entreprise. Vous voyez un peu. Donc, et au-delà des EPI, il y a les EPC aussi, les équipements de protection collective que tout le monde se doit de respecter. Parce que ça permet quoi? Ça te permet une délimitation. Au-delà de faire des murs sur un chantier pour dire une entrée par là, il y a des balisages, des grillages simples qu'on met, des chicanes qu'on met. Et lorsque il y a les policiers sur la voie, par exemple, c'est des petits trucs qu'on met juste pour vous orienter sur ne prenez pas par ici, non, ici c'est fermé. Et tout ça, on doit pouvoir quand même les respecter. Et lorsqu'on parlait tout à l'heure des personnes handicapées, c'est qu'il y a aussi dans les PHSE, ces documents-là. Les sigles, parce que... Là, oui, c'est un plan d'hygiène et de santé et de protection de l'environnement. Vous voyez un peu. Et lorsque on met en place ces documents-là, on parle aussi du harcèlement, des discriminations des personnes handicapées, de comment est-ce qu'il faut qu'ils restent, les mesures de sécurité qu'il faut les prendre. Et aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas si c'est déjà présent chez nous ici, il y a des parkings qu'on appelle des parkings handicapés, des choses comme ça dont on entend parler. Non, il faut que ce soit des réalités, il faut qu'on essaye de s'améliorer, qu'on ne s'assoit pas seulement pour regarder à gagner de l'argent aussi et ça, non. Il faut gagner de l'argent, oui, mais il faut rester en vie pour le manger. C'est vrai. Oui. Et maintenant, il ne faut pas être en haut, être en train de bouffer l'argent pendant qu'on met d'autres là qui vont mourir pour toi. Non, ce n'est pas comme ça aussi. Donc, il faut que vraiment chacun dans son coin puisse essayer de voir au-delà des sentiers battus quand même. D'accord. Mais juste ça, on va aborder tout à l'heure le recours des salariés pour assurer la sécurité au travail. Mais puisque Madame Bédier doit partir, il faudra que j'achève mon conducteur avec elle avant qu'elle ne parte poser toutes mes questions concrètement. Alors, quand vous faites ces rapports et qu'il n'y a pas un avis favorable après ces rapports, quelle est la suite, Madame? On passe aux sanctions. Parce que dans les lettres d'observation que nous envoyons aux employeurs, il y a des délais qui sont signalés
pour la mise en œuvre de ces observations-là qui ont été signalées dans la lettre. Donc, lors de notre prochain passage, lorsque nous constatons que ce n'est pas mis en œuvre, il y a des sanctions qui sont signalées au niveau du Code du travail. Les dispositions des articles 298 et suivants notifient les différents types de sanctions que l'on peut mettre en œuvre selon le contexte, selon les cas. Ça peut aller depuis l'amende jusqu'à l'emprisonnement. Des fois même, je n'ai jamais vécu le cas, mais je sais que mes prédécesseurs l'ont vécu. Lors de la visite de certaines entreprises, lorsqu'on constate que les risques sont vraiment importants et que les travailleurs ne sont pas protégés, on va jusqu'à la fermeture immédiate de l'entreprise. Oui, c'est déjà arrivé. Et on ferme l'entreprise et tant que l'employeur ne s'accorde pas à l'amélioration des conditions, on ne rouvre pas cette entreprise-là. Voilà. Oui, d'accord, oui. Si vous le permettez, je vais compléter. Concernant les sanctions, il y a aussi le Code de sécurité sociale qui prévoit à son article 139 des sanctions pénales et en la matière. Donc, et à la lecture des dispositions, j'ai compris tout de suite que le législateur a voulu protéger l'employeur encore sur ces questions de sanctions, parce que on dit des amendes de 5 000 à 50 000 francs. Des amendes de 5 000 à 50 000 francs, selon le cas. C'est peu. Moi, je dois dire que ces codes-là datent de longtemps. Il faut voir également ça. Les codes datent de longtemps. Donc, il faut les actualiser. Bon, de toutes les façons, dans les nouveaux codes, ça ne serait plus à ces tarifs-là. Oui, de toutes les façons, bon, le législateur a même pensé l'esprit de ces sanctions-là, tout en prévoyant les condamnations civiles. Les condamnations civiles, c'est-à-dire lorsque la partie fictive a la possibilité de se constituer partie civile, elle demande la somme qu'elle veut. Donc, il y a cette possibilité. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a cette possibilité. La somme qu'elle veut. Oui, bien sûr. Ça dépend du préjudice. Je vais aligner les zéros, mais bon, le préjudice, justement. Oui, ça ne veut pas dire que c'est merci d'avoir mis... Sinon, on va ruiner l'entreprise. Et même le promoteur, ça c'est plus que l'entreprise. De toutes les façons. Donc, c'est ça, je voudrais ajouter. Et bon, si on allait réajuster, modifier les codes, bon, je pense que ce serait l'idéal. Pour les travailleurs et également pour l'employeur. Donc ça date de longtemps, de 1998 déjà. Il y a plusieurs... il y a déjà... il doit y avoir trop de suffisance. 98, c'est longtemps. Ça fait... Oui. D'accord. Alors, même ce que mon prédécesseur vient de préciser par rapport aux exonérations. Aux amendes. Des amendes là, c'est ça même qui est à la base de la naissance de ce système-là, de QHSE qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'il y a eu dans le temps des recours collectifs, je pense que c'est comme ça vous appelez ça, de gens qui sont restés dans des zones où ils ont travaillé le nucléaire et sur le temps on a constaté qu'il y a des maladies de type bizarre qui se développent et c'est ça qui quand même donne recours à ça. Donc c'est important, il faut respecter ça. D'accord, il faudra que je précise qu'il y a M. Habib Rodonou qui est là, qui va s'installer tout à l'heure, mais nous avons encore 2 questions pour Mme Bédié Touihin. Moi, je vais vous poser une, Nadège va vous poser la seconde. Celle-ci n'est pas une colle, rassurez-vous, ce n'est pas une colle, mais je veux bien savoir. Dans le cas du drame, par exemple, de Dassa, où c'est vrai que les responsabilités sont situées, l'État a pris en charge la santé des survivants et autres. Concrètement, là, si on doit parler en matière de sécurité au travail, comment cela peut s'expliquer ou s'explorer? C'est l'incendie qu'il y a eu. Oui. Voilà. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que le chauffeur même était, comment je vais dire, était en faute. On l'avait déjà sanctionné pour excès de vitesse et il a repris encore. À la deuxième fois, et c'est ça qui a engendré tous ces dégâts-là. Donc, ça constitue pour lui
Un accident de travail en bonne et due forme. Un accident mortel d'ailleurs. Mortel, en bonne et due forme. Donc, la caisse doit pouvoir... En fait, c'est là où je voulais en venir. En cas d'accident mortel, oui, concrètement, comment ça se matérialise en matière d'accompagnement? Puisque quand on dit prévenir les risques, on prévient, d'accord, mais quand le risque dramatique survient, quel est l'accompagnement? C'était ça la question. Il y a des éléments qui sont prévus au niveau de la caisse pour la prise en charge de l'enterrement de l'intéressé. Tout ça est prévu au niveau du Code de sécurité sociale. D'accord. Donc, en bonne et due forme, lorsqu'il est attesté que c'est vraiment un accident du travail, il y a la prise en charge qui est totale au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et si un temps il n'avait pas cotisé? S'il n'avait pas cotisé, là, il ne pourra pas bénéficier. Ce sera entièrement à la charge de sa famille. Il faut préciser que c'est l'employeur qui cotise. L'employeur aussi cotise? Non, l'employeur cotise, mais c'est tiré à la source au niveau de l'employeur. En termes de risque professionnel, et en termes de risque professionnel, c'est l'employeur qui prend en charge l'entièreté. Le risque professionnel. Vous pouvez continuer, madame. Oui, c'est bien ça. Je crois qu'il a... c'est fini? Oui, oui. D'accord. La prise en charge est totale par la caisse quand on certifie que c'est un accident de travail. Donc, il n'y a pas de part que l'employeur débourse des sous. Non. Maintenant, c'est que pour l'année suivante, la caisse peut prévoir une augmentation de la cotisation compte tenu de la quantité de risques, ou du moins des risques qui ont nécessité des indemnisations au sein de l'entreprise. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un quota pour l'indemnisation? Pour cette prise en charge-là, il n'y a pas de quota fixé? Un quota pour la prise en charge en matière, vous avez dit que la caisse prend tout en charge. À 100%. Ou bien pour l'enterrement et pour... La suite? Quelle suite? C'est à 100%. C'est à 100%. Non, pas le fait de... Mais il y a des conditions avant d'en arriver là. C'est de ça, madame parlait. Il y a des conditions. Il faut d'abord déclarer l'accident dans le délai qu'il faut. Donc la prise en charge ne regroupe que les obsèques, c'est ça? Oui, après les obsèques, il y a une cotisation, il y a une pension. En fait, c'est ça. Donc la pension revient aux parents. Voilà. D'accord. C'est ça. Ok, c'est noté. Oui, Nadège, votre question. Ma question pour madame est que, qu'en parlant de santé et sécurité au travail, on se réfère tout de suite aux accidents de travail, en oubliant les maladies professionnelles qui, au fur et à mesure, se contractent, mais c'est après peut-être l'expérience professionnelle qu'on se rend compte qu'on est malade. Pourquoi on n'en parle pas souvent? Bon, on en parle également, mais c'est vrai que ce n'est pas aussi régulier que pour les accidents du travail. Parce que c'est des maladies qui se développent pas tout de suite comme vous venez de le dire. Vous n'allez pas vous regarder, vous regardez aussi un peu les téléspectateurs. C'est vrai que vous m'allez ça se déclare, ces maladies-là se déclarent de façon différée par rapport à l'exposition. D'accord. Donc, il revient au médecin du travail de l'entreprise. C'est pourquoi il faut en avoir, de voir si les critères sont réunis pour pouvoir définir ces maladies-là comme des maladies professionnelles, qui sont également prises en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale lorsqu'elles sont bien définies. D'accord. Merci beaucoup, Madame Bédier, Toirin, Lucie. Si vous le permettez, je voudrais ajouter quelques éléments en ce qui concerne les prestations offertes par la Caisse nationale. Il y a deux, en nature et en espèces. Si nous prenons les prestations en nature, ça concerne la prise en charge, c'est-à-dire les frais pharmaceutiques, et concernant également l'assistance médicale. Et si nous prenons les prestations en espèces, comme le disait madame, c'est là on parlera des indemnités, les indemnités journalières et aussi les frais funéraires en cas d'accident mortel. Maintenant, il y a une prescription. L'employé, quand on parle tout de suite d'accident de travail ou maladie professionnelle, il y a une prescription, c'est-à-dire un délai pendant lequel l'employé doit intenter l'action en justice. Et ça, c'est le délai de 3 ans. Donc, s'il arrivait que l'employé, après avoir fini,
et on n'a pas pu détecter qu'il y a une maladie professionnelle, Oui. dans le délai, et après 3 ans, ce n'est plus Ce n'est possible. plus possible. Donc ça devient alors une prescription. Bien sûr. Et là, c'est l'employé qui paie. Donc, moi, je lance un appel fort aux employés en ces termes et même à l'employeur. Lorsqu'il s'agit de cette question-là, il va falloir aller vérifier est-ce que sur de long terme, j'ai eu à faire tel travail pendant un temps donné. Donc, est-ce que ça me posera une maladie? Est-ce qu'il y aura question d'une maladie professionnelle à la longue? Est-ce que ce sera quoi en réalité? Donc, il faut checker tout ça et là déjà connaître ce qu'il faut faire pour ne pas être sanctionné par Bien la sûr. prescription. Par la prescription. D'accord. Alors, Madame Bédié Toïra, je rappelle que vous êtes médecin du travail et inspecteur du travail. C'est la même chose? Médecin inspecteur Médecin du travail. inspecteur du travail. Merci beaucoup, docteur Lucille Bédié Voilà. Toïra. Merci à vous aussi. Médecin inspecteur du travail. Je rappelle également que vous êtes la chef du département de la sécurité sociale, de la mutualité et de la santé au travail. Je vous laisse aller au travail maintenant. Merci beaucoup et agréable journée à vous Merci tous. beaucoup, agréable journée à vous aussi. On va installer Monsieur Rodonou pour le deuxième plateau et également Madame Lucie Vigan qui va intervenir donc pour le second plateau. À tout à l'heure. Alors déjà, il faut reconnaître que ceux qui travaillent avec nous, nos collaborateurs, nous avons un grand soin à leur endroit. Et parlant de sécurité, chez nous, par exemple, en ce qui concerne le matériel que nous utilisons et également nos installations électriques, ce sont des installations qui répondent à des normes pour éviter les risques d'électrocution et autres dommages qu'on pourrait remarquer. Et nous avons par exemple des gilets que nos reporters portent, même en situation de travail, que ce soit au sein de l'école ou même au-delà. Et ça, c'est déjà un premier point. Par rapport à leur santé, nous avons un contrat avec une infirmerie de la place qui s'occupe de venir régulièrement faire des prélèvements, discuter avec nos collaborateurs sur les probables maux dont ils souffrent pour leur apporter une solution et d'ailleurs un traitement. Parce que nous considérons que le bien-être de chaque collaborateur est très important. Le bien-être de chaque personne qui travaille dans notre équipe, il va de la réussite des objectifs qu'on s'est fixés. Si jamais ça arrive, c'est clair que nous devons appeler les différents services qui sont commis à cet effet, notamment il y a les sapeurs-pompiers, il y a le SAMU, etc. Et nous avons d'ailleurs une liste de contacts, je vais appeler les listes, nous avons d'ailleurs une liste de contacts à appeler urgemment si on a un souci de ce ordre-là. Si on a un risque, on a un problème d'électrocution, on a un problème d'accident au travail, on a un répertoire de prestataires qu'on contacte systématiquement pour que la personne soit prise en charge. Au-delà de ça, nous avons une bonne partie de notre personnel qui est déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale et c'est notre manière d'épouser la vision du chef de l'État et du gouvernement qui voudrait que tous les travailleurs soient déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Je voudrais d'ailleurs saisir cette occasion pour remercier le chef de l'État et toute son équipe pour le travail de qualité qui est fait pour que les travailleurs bénéficient d'une santé comme il se doit dans leur travail et qu'ils soient en sécurité. Et nous épousons justement cette vision en déclarant les employés, les collaborateurs qui travaillent avec nous au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Par rapport à la santé, comme je l'ai dit, nous avons une liste de prestataires. Donc on a un psychologue qui vient de temps en temps discuter avec nos collaborateurs pour voir s'ils n'ont peut-être pas des challenges personnels qui n'ont pas un bon rendement au boulot. On a une infirmerie avec laquelle on est en contrat, en collaboration, qui vient également lorsqu'il y a un petit souci de santé avec un collaborateur. C'est tellement important parce que la réussite d'une entreprise se base sur la qualité des hommes qui la composent. Et la qualité des hommes se repose sur la sécurité et la santé de ceux-ci.
Alors, nous sommes de retour sur ce plateau avec Monsieur Habib Ourodonou et également en ligne. C'est ce que j'ai oublié de vous dire. Nous avons en ligne ce matin Madame Lucie Vigan qui est bien évidemment avec nous. Ce matin, je vais la saluer puisqu'elle est en ligne. Bonjour Madame. Je rappelle que vous êtes experte du BIT, spécialiste en santé et sécurité au travail et également enseignante à l'université. Vous n'êtes pas au pays, mais vous avez bien voulu participer à ce plateau vu l'importance du sujet. Alors, puisqu'on parle de santé, de sécurité, de santé au travail, vous, en tant que spécialiste de la chose, sur quel aspect généralement vous travaillez? C'est ça la question. Nous, on est un produit fini du BIT, donc pour les distinctions et autres, nous sommes envoyés dans les pays et autres. Mais l'Afrique, c'est d'abord, comment je vais dire, s'approprier le terme. Parce que ce n'est pas une évidence, s'approprier le terme santé, sécurité au travail, c'est-à-dire globalement comment prévenir le risque dans le milieu professionnel. Vous voyez, avant de prévenir quelque chose, il faut connaître la chose. Et l'Afrique, c'est d'abord s'approprier le terme. Et souvent sur le terrain, les responsables et autres n'apprécient pas. Vous voyez, les approches qui sont enseignées, qui sont données, amènent les Africains à croire que on peut se passer donc de la prévention pour réussir dans l'entreprise. Aujourd'hui, vous entendez beaucoup parler des normes ISO, normes ceci, normes cela. Mais quand je réel de ces normes-là, parce que quand je suis spécialiste, c'est que j'enseigne la qualité. La qualité, il y a quelque chose derrière cette qualité-là qu'il faut maîtriser. Donc, le BIT, pendant longtemps, a expérimenté en parcourant les pays africains, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, et a sorti une méthode d'enseignement de la santé sécurité au travail dans les petites et moyennes entreprises que nous appelons la méthode WISE. Il s'agit donc de connaître les tests de base, les conventions, les règles, la réglementation au niveau de chaque État. Aujourd'hui, tous les pays africains ont le code du travail. Bien sûr. Et ce code du travail chez nous au Bénin, par exemple, c'est à partir de l'article 182 à 206 que vous avez l'ensemble de ce qui doit être connu dans les entreprises en matière de santé et sécurité au travail. Alors, si vous avez un gestionnaire des ressources humaines avec vous, parce que j'ai vu la liste participants, oui. Demandez-lui, je vous donne ce petit exercice-là, quel est le contenu de l'article 185 du Code du travail du Bénin, en alinéa 2, qu'est-ce qu'il dit? Vous notez la question, monsieur Habib, puisque c'est vous le gestionnaire de ressources humaines. Oui. Je disais au gestionnaire de noter la question, parce qu'il va y répondre. D'accord. Ok. Donc, il s'agit premièrement de maîtriser l'aspect légal. L'aspect légal, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne la prévention des risques professionnels, c'est-à-dire la santé et la sécurité au travail, au plan universel. Donc, depuis l'OIT là-bas, les conventions, les recommandations, au plan régional, au niveau de l'Afrique, c'est le code de la santé et sécurité au travail au plan régional. Ensuite, au plan interne, c'est la constitution de chaque pays qui travaille, le code de sécurité sociale, et chez nous, la convention générale. Donc, il faudrait maîtriser d'abord ces documents-là, et précisément au niveau de l'OIT, c'est la convention 155. Cette convention vous dit quoi? Cette convention vous donne les structures qui sont chargées de la prévention des risques professionnels, c'est-à-dire le contenu de la santé et sécurité au travail, depuis le plan universel, au plan régional, au plan national et au plan national au niveau central. Donc au niveau du législateur qui doit prendre les codes, les lois, au niveau des ministères, des politiques nationales de santé et sécurité au travail,
au niveau de l'entreprise, mettre cela en activité à travers, même si rien ne serait pas le législateur, c'est-à-dire comité d'hygiène et de sécurité, article 187 du Code du travail. Comment il doit fonctionner, quelle est la démarche qu'il doit suivre, vérifier une bonne politique de prévention pour améliorer la productivité dans l'entreprise. Et cette démarche-là est donnée pour 161 de l'OIT. D'accord. Voilà toute la démarche résumée en matière de santé et sécurité au travail. D'accord. Alors, madame, j'ai une question. Je suis très heureuse que nous puissions faire quelques exercices et autres là. Il serait été parfait. D'accord. Oui, je vous écoute. Oui, ma question, eh bien, pour les entreprises, vous qui faites un peu, vous qui sillonnez, je vais dire, les entreprises en Afrique et autres, pour celles-là, particulièrement au Bénin, pour celles-là qui respectent les règles, qui donc se mettent au pas, est-ce qu'il y a des accompagnements particuliers, peut-être, je sais pas, en matière d'exonération, en matière d'accréditation, ou bien rien dans ce sens n'est prévu, c'est qu'ils respectent la loi et puis point barre? Vous savez, la loi ne vaut que ce que valent les offres. Vous savez, je vais vous donner l'exemple de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, par exemple, et ça c'est légiféré au plan international, il y a ce qu'on appelle l'objectif de résultat, le résultat d'objectif. C'est-à-dire que quand il y a une entreprise qui fait des efforts pour améliorer les conditions générales du travail, il y a de l'accompagnement. Et cet accompagnement, c'est un mouvement. Il y a un fonds qui est créé. C'est pour toute l'Afrique. Mais il y a que la Côte d'Ivoire qui a pris maintenant en place. C'est-à-dire que ce fonds est prélevé au niveau de la branche des risques professionnels et mis au niveau national. Et ce fonds est créé pour encourager les entreprises qui font l'effort de mettre en place une politique de prévention. Comment ça se gère? Il y a plusieurs types de formations. La première formation, c'est au niveau interne. Donc, l'entreprise fait appel à des gens, à des spécialistes, des formateurs qui viennent dans l'entreprise former une grande partie du personnel. Deux, l'entreprise peut choisir d'envoyer quelques cadres en formation au niveau du pays, sans quitter le pays. Et c'est le fonds-là qui est chargé de prendre en charge cette formation-là. Troisièmement, là, voyez les cadres, les gens à l'extérieur. Donc, ceux-là participent aux frais de formation de ceux-là. Ensuite, il y a à la fin de l'année, on fait le bilan des comités d'hygiène et de sécurité. On sollicite des comités d'hygiène et de sécurité qui ont été sélectionnés comme les meilleurs en leur envoyant des kits de prévention. Donc, ça peut être des casques, des masques, des kits d'entreprise qui existent. Mais je au niveau du Bénin. En fait, cette dernière que je viens de vous donner là, on donne les cachemires, les casques, tout ce que vous voulez. La mise en place du fonds, ça n'a pas été fait par le Bénin. D'accord. Cela n'a pas été fait. Peut-être pas encore, ça viendra avec le temps. Ben, ça dépendra des hommes, de ceux qui sont en place. C'est là de savoir que la santé et la sécurité au travail, c'est une politique, c'est une démarche, c'est un esprit. À partir de cet instant-là, la volonté de le mettre en place naîtra. D'accord. Merci beaucoup, Madame Vigan. Une intervention très riche, je vais dire, qui nous situe un peu. Merci beaucoup pour votre disponibilité ce matin. Merci beaucoup. Allez, portez-vous bien. Revenez-nous en santé. J'ai le plaisir de vous connaître visuellement. Oui, le plaisir sera partagé, rassurez-vous. Dès que vous rentrez, faites-nous signe, on va se déplacer, pourquoi pas, vers vous. D'accord. Allez, merci beaucoup. Merci, portez-vous bien. Merci beaucoup, madame. Alors, monsieur Habib, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? D'accord. Alors, écoutez, madame vous a lancé. Hein? Oui, je crois que pour ce thème que nous sommes en train de débattre, qui est un thème d'actualité,
Et déjà, merci pour la qualité des intervenants sur ce plateau. Beaucoup de choses d'ailleurs étaient déjà dites. Merci à ITélé qui fait beaucoup pour la population, à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. En ce qui concerne l'article 185 du Code du travail, il faut préciser que en son premier alinéa, l'article précise de ce que les employeurs, donc les chefs d'entreprise, ont l'obligation de mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir apporter la sécurité au sein de l'entreprise et aussi la santé du personnel. Mais par contre, l'article précise que lorsque un membre du personnel veut démarrer, c'est-à-dire vous l'avez appelé pour qu'il puisse commencer par travailler avec vous, vous avez signé avec lui un contrat de travail d'une part, ou peut-être c'est qu'il est en pleine fonction, mais il vient à constater que les différentes dispositions ou les mécanismes en termes de sécurité ou les mécanismes en termes de santé au travail ne sont pas d'une part réunis et qu'il se présente un risque imminent pour la vie, lui, en tant que membre du personnel, ou peut-être qu'il se présente des risques imminents pour l'entreprise, même pour ses collaborateurs. L'article 185 du Code du travail précise que cet employé-là a la possibilité, donc peut refuser de travailler, il peut refuser de se présenter sur le lieu de travail, il peut automatiquement écrire et saisir soit le préposé de l'entreprise ou écrire, saisir le directeur général, ou il peut écrire et saisir, pourquoi pas, le délégué du personnel. Il faut préciser ici que lorsqu'on parle de délégué du personnel, il faut que ce soit déjà des entreprises qui ont à partir de 25 à 30 et plus de 30 employés sur une entreprise. Donc il peut saisir et dire, bon écoutez, pour telle raison, je ne suis pas à même de commencer par travailler avec vous, ou je ne suis pas à même de me présenter sur le lieu de travail pour travailler parce qu'il se présente des dangers imminents pour moi et pour l'entreprise et pour les différents collaborateurs. L'article 185 précise qu'en ce moment-là, l'employeur n'a pas la possibilité et n'a même pas la force de pouvoir poursuivre cet employé ou bien de le licencier parce qu'il s'agit donc d'une raison valable. L'article précise donc alors maintenant dans l'alinéa numéro 2 de ce que si réellement l'employeur pense qu'il peut poursuivre ou qu'il peut peut-être suspendre le contrat de travail de cet employé parce qu'il n'a pas une saisine, il faudrait que l'employeur puisse écrire à l'inspection du travail, à l'inspecteur du travail, et puisse lui dire, voilà, telle personne que nous avons embauchée ou avec qui nous avons signé un contrat de travail décide de ne pas travailler avec nous pour telle raison, il précise qu'il se trouve des risques ici et ça. Maintenant, l'inspection du travail dispose de 3 jours, en principe, pour examiner la saisine des voies. Est-ce que réellement il n'y a pas un abus? S'il n'y a pas un abus dans la déclaration de l'employé qui refuse de se présenter sur le lieu de travail, alors l'employeur n'a aucun pouvoir de commettre ce qu'on appelle des sanctions disciplinaires. Et quand on parle de sanctions disciplinaires, on parle d'avertissement, on parle de mise à pied disciplinaire, mise à pied conservatoire, on parle de licenciement, ou on parle peut-être de poursuite judiciaire, ça peut arriver. Donc l'employeur n'a pas la possibilité de commettre ou de mettre une sanction disciplinaire contre l'employé. Mais s'il arrivait que l'inspection du travail vient à prouver à l'employeur que la saisine qu'a faite l'employé présente des abus, dans ce cas, donc alors, l'inspection du travail donnera main forte à l'employeur de pouvoir commettre ce qu'on appelle des sanctions disciplinaires contre l'employé. Voilà un peu ce que précise l'article 185 du Code du travail. Et je voulais rajouter pour dire, lorsque nous parlons de la sécurité du travail, lorsque nous parlons de la santé au travail, nous avons pratiquement 3 grands documents, donc pratiquement trois documents fondamentaux qui nous permettent de pouvoir intervenir. C'est d'une part le contrat, le Code du travail, d'autre part c'est la convention collective du travail avec les prud'hommes, et après c'est le code de la Caisse nationale de la sécurité sociale qui sont des documents fondamentaux, les articles sur lesquels on pourrait en principe se positionner, se cramponner, s'accrocher pour parler de la sécurité au travail. Voilà un peu ce que contient l'article 185 que l'a dit Madame Lespère au Bureau international du travail. D'accord. Exercice réussi, monsieur le juriste? Oui, très parfaitement. Très parfaitement. D'accord, si vous le dites. Parce qu'il a précisé non seulement les dispositions qui ont été prévues en article 185 et également a précisé l'exception qui en ressort, parce que je l'attendais là au niveau de l'exception. C'est très intéressant. Il a bien soulevé l'abus, oui, pour éviter que l'employé n'en abuse pour des raisons fallacieuses, dit aujourd'hui je ne travaille pas juste parce qu'il y a tel motif, des motifs
non légitimes, des motifs fallacieux. Donc, le législateur a pensé ça et a mis ce cadre-là, l'exception, pour qu'il n'y ait pas d'abus. Et il a bien précisé et tout. Merci beaucoup. Monsieur le gestionnaire, Monsieur Rodonneau, j'allais dire, ça c'est juste pour être taquin. Monsieur Rodonneau, est-ce que les employés ont connaissance de tout ça? Les employés. Les employés, la question est très bien posée. En principe, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais je pourrais dire que les employés ne connaissent réellement pas cela. Pourquoi? D'une part, parce que il y a ce qu'on appelle la faute, sinon peut-être la compromission de chefs d'entreprise. Il y a des chefs d'entreprise qui ne veulent pas du tout faire connaître donc aux employés d'abord ce qu'on appelle le règlement intérieur, réellement le fond du règlement intérieur. D'autres qui ne veulent pas que les employés puissent connaître réellement ce que contient tout ce qu'on appelle le code du travail, le contrat de travail. Mais ce n'est pas une raison pour dédouaner les employés, parce que quand vous êtes employé dans une entreprise, vous avez l'obligation d'aller vers ces documents fondamentaux que sont d'abord le code du travail lorsque l'employeur vous donne un contrat de travail. Et c'est un avis, on rencontre aujourd'hui des employeurs qui disent voilà le contrat de travail, il faut lire ça ici et signer en même temps. Ne faites jamais ça. La loi vous donne, la loi vous donne en tant qu'employé la possibilité de dire à l'employeur, donnez-moi 3 jours, donnez-moi une semaine, je vais lire et au besoin, consulter mon conseil juridique ou consulter des avis avant de pouvoir signer le contrat de travail. Et des gens ont peur de ce qu'ils... Bon, si je ne signe pas maintenant... Je vais perdre l'emploi. Je me suis sur des risques. Et mieux, vous savez, Madame Toubla, c'est que les gens, certains employés qui sont méconnaissants de la loi, ils pensent que l'employeur va les accuser de divulgation de secrets professionnels parce que c'est surtout ça. Il y a des employeurs qui vont vous taquiner, vous intimider pour vous dire si jamais tu sors de ce cas de travail avec mon contrat pour aller montrer ça à quelqu'un, c'est que tu divulgues ce qu'on appelle le secret professionnel. Mais c'est faux du tout. Ce n'est pas du tout possible. Donc, les employés ne connaissent pas réellement le code du travail et c'est un avis, merci à iTélé, qui donne cette opportunité à tous les téléspectateurs de pouvoir saisir ce que nous sommes en train de débattre. Il faut que vous allez en tant qu'employé, en tant que futur demandeur de l'emploi, allez-y vers d'abord la lecture, la connaissance, la préhension de ce qu'on appelle le code de travail, allez vers ce qu'on appelle la convention collective du travail. Ne dites pas que c'est parce que j'ai eu un BTS en marketing, j'ai eu une licence en comptabilité ou j'ai eu peut-être un DUT en électronique que je ne peux pas aller connaître le code du travail. On ne dit pas que le code du travail c'est l'apanage de ceux qui ont fait licence en gestion des ressources humaines, gestion des projets. Non, vous avez l'obligation d'aller lire le code du travail, de le connaître, de l'appréhender, de l'avoir dans la main pour que demain, quand vous tombez sur des cas pareils, que vous ne puissiez donc pas commettre des erreurs. D'une part. D'autre part, ce qu'on appelle le règlement intérieur. Les chefs d'entreprise, parce qu'on parle de la sécurité du travail, on parle de la santé au travail. Le règlement intérieur ne doit pas constituer une opportunité pour les chefs d'entreprise de mettre en prison, quand je parle de la prison, ce n'est pas la prison physique, je parle de la prison mentale, je parle de la prison psychologique, je parle de la prison psychique ou physiologique, de mettre les employés dans ce qu'on appelle la prison psychique ou physiologique ou la prison mentale ou la prison émotionnelle. Non, il faut faire vulgariser votre règlement intérieur à vos employés. Première des choses. Deuxième des choses, le code du travail dit, quand vous lisez à partir de l'article 182 jusqu'à l'article 290, le code du travail dit qu'une fois que le règlement intérieur est écrit, et quand on parle de règlement intérieur, c'est normal pour les entreprises où il y a à partir de 15 personnes en principe. Donc ce règlement intérieur, il faut que le délégué du personnel aussi puisse saisir ce règlement intérieur et que vous envoyez ça maintenant à ce qu'on appelle l'inspection du travail. Il faut que l'inspection du travail puisse lire le règlement intérieur et vous donne un avis en principe en 1 mois. Il vous donne un avis pour dire, bon écoutez, ce règlement intérieur, on l'a vu, c'est en phase avec le contrat du travail, avec le code du travail, avec la convention collective du travail, ok. Maintenant, vous pouvez maintenant appliquer ce règlement intérieur au sein de votre entreprise. Mais l'inspection du travail insiste surtout sur ce qu'on appelle les conditions d'hygiène et de sécurité au sein des entreprises. Tout règlement intérieur dans lequel il n'est pas précisé le respect des conditions d'hygiène, des conditions de santé ou des conditions de sécurité au travail n'est pas un règlement intérieur, ne peut pas être mis en application au sein d'une entreprise. Donc, finir votre question pour dire que, en tant qu'employé, vous avez l'obligation de maîtriser ce qu'on appelle le code de travail. Vous avez l'obligation de lire le contrat de travail qu'on vous a donné, de réfléchir pour voir est-ce que réellement ce contrat de travail cadre avec bien sûr le code de travail et de voir maintenant quels sont les aboutissants, les tenants par rapport au contrat de travail qui vous est proposé. Merci beaucoup, monsieur Rodonneau, évidemment. Je vais ajouter quelques clics concernant la question.
Et l'appel est lancé et c'est fort d'ailleurs. Quand on parle du contrat de travail tout de suite, et on a peur de perdre l'emploi et on est dans ce dogme-là de ne pas fouiller, de ne pas lire. Alors qu'il y a des clauses, il y a des clauses qui peuvent être insérées dans le contrat de travail. Et j'oubliais tout de suite, lorsque nous prenons le contrat de travail, il est bien défini à l'article 6 de la loi sur l'embauche et l'article 9 du code de travail, que c'est un accord de volonté. Quand on parle d'accord de volonté, c'est-à-dire les deux parties doivent être d'accord. L'accord de volonté par lequel une personne physique met sous l'autorité et la direction d'une personne physique ou morale une activité professionnelle moyennant rémunération. Lorsqu'on prend tout de suite cette définition, on n'a plus le temps de lire l'entièreté de tout ce qui a été mis dans le contrat, parce qu'on parle en même temps de activité professionnelle, rémunération. Donc, si on vous dit aujourd'hui vous allez travailler, voilà, vous allez commencer aujourd'hui avec moi et vous devez travailler comme ci, comme cela, mais je vais vous payer telle somme et c'est fini, ça s'arrête là, alors que c'est faux. Lorsque nous prenons le contrat de travail, il y a des clauses. Et d'ailleurs, je vais profiter pour mettre en exergue ce que la loi dispose en ce qui concerne le contrat de travail. S'il y a des clauses contraires à l'ordre public, lorsque nous parlons des clauses contraires à l'ordre public, c'est-à-dire des clauses exorbitantes. Quand nous parlons des clauses, ce sont juste des articles qui sont contenus dans le contrat de travail. Donc, l'ensemble de ces clauses ne doivent pas être contraires à l'ordre public. Et quand nous prenons l'ordre public, c'est tout ce qui entre dans le cadre, dans le champ d'application du bien-être des deux parties, c'est-à-dire des obligations et des obligations de l'employeur et de l'employé. Et là, il faut comprendre qu'il y a un visa à accorder par l'inspecteur du travail en ce qui concerne le contrat de travail. Même si vous n'avez pas eu le temps, et c'est là j'apprécie souvent le législateur béninois, et d'ailleurs dans plusieurs pays, et il y a ce côté-là, il y a cet élément-là qui est bien précisé. Et lorsque vous avez un contrat de travail et vous soumettez le contrat de travail à votre employé qui signe à la va-vite, qui n'a pas lu, il y a le visa. S'il y a manque de visa, le visa consiste à ce que l'inspecteur du travail lise son autorisation de ce que ce contrat est exempt des clauses contraires à l'ordre public. Et là, si ça manque de visa, vous êtes exposé aux sanctions. L'employeur est exposé aux sanctions. Et tout de suite, vous êtes protégé. Vous pouvez banalement laisser le travail juste parce qu'il n'y a pas visa sur le contrat de travail. Ce que je voudrais demander, en parlant de visa de contrat de travail, et si entre-temps, toi, employé, avais déjà signé avant que ce contrat aille vers l'inspecteur du travail? Oui, même si tu signes avant que ce contrat n'aille là-bas, il y a... On dit signer et viser. Oui, vous signez. Et vous visez aussi. Vous mettez votre visa. Lui est approuvé. Oui, lui a approuvé. Ça là, ça veut rien dire. Non, je dis, vous signez le contrat en bonne et due forme et vous mettez votre visa sur le contrat en même temps. Oui. Ça ne veut toujours rien dire. Ça là, ça vous lit. Vous êtes d'accord que les clauses qui sont dedans, c'est bon. Mais ça peut arriver d'un jour à l'autre où sur une clause, vous n'êtes plus d'accord. D'accord. Et là, vous soulevez le problème. Et le visa, s'il n'y avait pas de visa, alors ce contrat est nul. Ce contrat est non avenu en fait. Donc, en réalité, la loi protège l'employé sur ce domaine-là pour permettre à ce qu'il n'y ait pas d'abus en réalité. Donc, c'est ça que je voudrais ajouter pour permettre à ce que nos chers téléspectateurs sachent en réalité qu'il s'agit aussi d'une protection. S'il arrivait que vous ne lisez pas au fond, il y a cette protection qui est accordée. Mais néanmoins, lisez et avant de signer. Lisez bien
et même faites appel à un conseiller juridique. Pourquoi pas? Ma préoccupation n'est pas totalement satisfaite. Dites-moi. Dans la mesure où, quand je prends le contrat de travail, généralement, c'est conseillé de le signer en présence d'un inspecteur du travail. Mais aujourd'hui, toutes les entreprises ne respectent pas ça. C'est-à-dire, quand tu es avec l'employeur, tout de suite, tu as le contrat avec le gestionnaire des ressources humaines, tu lis, tu peux prendre le temps de lire et de signer. Et sur le champ, on te dit, commence par exemple la semaine prochaine, tu commences. Si durant un mois, le contrat va maintenant pour visa et signature auprès de l'inspecteur du travail, ce n'est pas forcément en votre présence, il ne peut pas te demander, toi, si tu as vraiment lu, s'il y a vraiment cette clause et tout. Il peut donner son visa sous réserve que vous vous êtes déjà entendu. Oui. Lorsque nous prenons la loi des contrats, lorsque nous prenons la théorie générale des contrats, on dit simplement que ce que vous signez, ça vous lie. Le contrat, c'est la loi des parties. C'est d'accord. Mais il y a l'ordre public. Quand on vient tout de suite sur la question de l'inspecteur du travail, ça représente l'ordre public en réalité. Maintenant, lorsque c'est déjà signé, ça va là-bas. C'est sur une question. Le visa est accordé, c'est bon. Mais si le visa n'est pas accordé, mais ce contrat est exempt, c'est-à-dire c'est exempt de crédibilité. Et c'est nul, c'est non avenu. Donc c'est pourquoi on ne peut même pas échapper à ça. D'accord. Allez, nous allons finir avec les déclarations et filiations à la CNSS. Monsieur Sosa, on est toujours avec vous. Oui, on va finir, rassurez-vous. Oui, lorsqu'on vous embauche, c'est ce côté-là qui me réjouit souvent concernant le législateur. En réalité, lorsqu'on vous embauche, que vous soyez stagiaire ou pas, on doit vous affilier à la CNSS. On parle d'un numéro d'affiliation. Même le stagiaire? Oui, pour le stagiaire, pour l'employé, n'importe quel employé ou n'importe quel stagiaire. Donc, et de l'autre côté, on parle d'un numéro d'immatriculation pour l'employeur. C'est-à-dire, l'employeur doit s'immatriculer pour permettre de verser ses cotisations à la CNSS. De l'autre côté, l'affiliation, ça concerne les employés, non seulement l'employé, même stagiaire non payé, on doit le déclarer à la CNSS. Et à ce niveau, on ne dit pas qu'il faut un délai de 1 mois, il faut un délai de 2 mois, il faut tel délai, non. Lorsque, en même temps, il y a la question d'embauche, la question du stage, il faut être affilié, il faut s'immatriculer pour permettre à ce que l'intéressé puisse bénéficier au moins des risques professionnels. Oui, de l'indemnisation aussi, c'est que un peu dans le cas qu'on a abordé tout à l'heure, accident mortel aussi, pouvoir bénéficier au moins de cela. Merci beaucoup, Monsieur Sosa. On va finir. On commence par vous. Conclusion, parce qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps pour rien faire. Juste pour conclure et rendre l'antenne. D'accord. Donc déjà, pour conclure, on va dire que la santé et sécurité au travail, c'est indispensable. Peu importe l'entreprise. Et non seulement indispensable, c'est avantageux parce que ça vous permet d'anticiper sur assez de choses, d'être productif et d'atteindre vos objectifs. Donc, on lance un appel à tous les employés, à tous les employeurs, pour qu'ils puissent quand même prendre connaissance de ces différents documents-là. Ouais. Et au cas où ils ont besoin de conseils ou d'assistance, se référer au cabinet de conseil, tout ça, pour qu'on puisse vraiment les aider à faire cela. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Sokegbe. Oui, Monsieur Rodon, vous avez la parole pour conclure. On a fini. Santé, sécurité au travail, un thème très, très intéressant. Nous allons, de ma part, lancer un avis d'abord aux employeurs, aux chefs d'entreprise. Pour vous qui avez des entreprises et vous avez déjà plus de 30 employés, vous avez ou 30 employés, il faut penser spécialement mettre en place ce qu'on appelle les comités de gestion de sécurité et d'hygiène. C'est très important parce que quand vous allez tomber sur le coup de la loi, vous irez jusqu'à la fermeture, pourquoi pas, de votre entreprise, parce que le chef d'entreprise ou le préposé ou le gérant est civilement d'abord responsable de tout ce qui a comme faute au sein de l'entreprise et après maintenant pénalement responsable de tout ce qui a comme faute au sein de l'entreprise. Je vais continuer toujours au chef d'entreprise lorsqu'on parle de la sécurité, de la santé
et de l'hygiène au sein de l'entreprise dit qu'il faudrait que les différents chefs d'entreprise puissent anticiper et mettre en place un mécanisme qui permet de pouvoir réguler cette situation de sécurité et de santé au travail. Mais par contre, en ce qui concerne les employés, je voudrais simplement leur dire de bien lire le code du travail, de le maîtriser et de se conformer d'abord aux mécanismes, aux dispositions dictées par l'entreprise. Chaque entreprise va vous dicter d'abord son mécanisme en ce qui concerne le respect des règles d'hygiène, de sécurité et de santé au travail. Et si en tant qu'employé, vous ne vous appréhendez pas et que vous ne respectez pas cela, vous pouvez risquer ce qu'on appelle des sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à ce qu'on appelle un licenciement. Et vraiment, bon, on ne peut pas dire que c'est un licenciement abusif parce que vous avez eu connaissance et vous n'avez pas respecté. Par contre, aux futurs demandeurs d'emploi, aux chômeurs, aux diplômés sans emploi, vous qui êtes aujourd'hui sur un marché d'emploi qui est purement compétitif, quand on parle de la sécurité, de la santé au travail, je voudrais vous donner cet avis. Allez lire le contrat, le code du travail, allez lire la convention pour l'éthique du travail et préparez-vous convenablement pour être plus compétitif sur le marché du travail. Et quand vous allez vous trouver désormais en face de votre futur employeur pour signer un contrat du travail, vous êtes mieux aguerri, vous savez désormais qu'est-ce qu'il faut faire. Merci à ITélé pour cette opportunité. Voilà ce que je peux dire. Merci. Système de gestion et cadre législatif au Bénin de la santé et de la sécurité au travail. Mesdames et messieurs, c'était notre thématique du jour avec des invités très intéressants. Monsieur Maurice Sosa qui est juriste d'affaires et des entreprises. Monsieur David Sokegbe qui lui est consultant en santé et sécurité au travail. Madame Lucille Bédier-Toirin qui était avec nous, qui est médecin inspecteur du travail. En ligne, nous avons eu Madame Lucie Vigan qui, elle, est experte du BIT, spécialiste en santé et sécurité au travail, également avec Monsieur Habib Rodonou qui, lui, est gestionnaire des ressources humaines. Chacun a apporté des informations très enrichissantes pour cette émission. Nous espérons que vous l'avez apprécié et que désormais, vous avez des informations en la matière. C'est une thématique assez grande qui embrasse, je vais dire, tous les domaines d'activité. Donc, il y a certainement encore des aspects qu'on n'a pas pu aborder, notamment les aspects psychologiques de la chose, etc. Mais pour le moment, voilà ce que nous avons pu faire aujourd'hui. Ça nous a pris tout le temps. On nous excuse déjà pour les rubriques qui n'auront pas lieu, notamment le jeu. C'est pas bien grave, mes chers amis. Allez, nous présentons les excuses pour cela également, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et à demain.